What's up? Moi c'est Amandine Peter, autrice de science-fiction et de fantasy. J'espère que vous passez une bonne journée et merci de suivre cette vidéo. Alors c'est la rentrée, les choses vont changer un petit peu. J'ai un autre espace bureau, c'est pas encore tout à fait youtubable et instagrammable, mais c'est déjà pas mal. Le format des vidéos restera le même, je ne porte plus de déguisement, tout simplement parce que j'en ai plus. J'ai fait le tour. Et pour commencer la rentrée en beauté, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Ce sera pas scripté, ce sera très naturel, organique. Tout simplement parce que c'est une vidéo coup de gueule. Voilà, je me suis dit on commence en beauté. C'est une vidéo que j'ai déjà eu envie de faire avant de partir en vacances. Et finalement, bon, j'avais plus l'énergie. Donc je me dis voilà, on commence en douceur, sans se prendre la tête. Ou justement en se prenant la tête. C'est juste un petit florilège des petits coups de gueule que j'ai régulièrement en tant qu'auteur. Et peut-être que vous avez aussi. Donc sans plus tarder, voilà le coup de gueule numéro 1. Alors je vais vous garder le meilleur pour la fin. Et je vais commencer tout de suite par les gens qui mettent une note et un avis sur Amazon, sur votre bouquin, parce qu'il est arrivé abîmé. Voilà. Alors clairement, je ne comprends pas sur quelle planète vivent ces gens. Hein. Je vais rester polie, mais... Voilà, donc en gros, vous avez passé plus de 100 heures de votre vie à écrire un bouquin avec un contenu énorme, parfois des pages et des pages et des pages de travail, de relecture, de déception, de joie, de pleurs, de tripes, pour que finalement il y a une personne quelque part qui, n'ayant même pas lu le livre, vu que il n'y a apparemment rien à dire sur le contenu, chiale sur Amazon parce que le coin est corné. Voilà. Alors oui, c'est mal que votre livre arrive corné ou cassé ou taché. Mais c'est pas de la faute de l'auteur, c'est de la faute d'Amazon. Donc on prend son téléphone, on contacte le service client d'Amazon qui est en général toujours hyper sympa et aidant. On leur dit gentiment que chiotte, mon livre est arrivé cassé, envoyez-moi-en un autre illico. Amazon bien sûr va vouloir satisfaire les clients, il va vous livrer votre bouquin, tout va bien se finir et vous n'avez pas laissé une étoile au pauvre auteur qui en a chié des heures et des heures et des heures pour écrire ce bouquin. Et la petite étoile que vous allez lui laisser, et vous allez tout simplement lui faire baisser sa moyenne. Et encore pire, si l'auteur n'a pas beaucoup de notes et de commentaires sur son livre, vous risquez de lui coûter des ventes, des clics. Donc, quand on reçoit son livre abîmé, bouh, c'est mal Amazon, méchant. On appelle Amazon. On ne laisse pas de commentaires à l'auteur. D'accord ? Coup de gueule numéro 2, c'est quelque chose que j'ai remarqué au fil de mes lectures. Alors, attention, hein, je vous vois venir, les écrivains masculins, ce n'est pas directement contre vous. Il y a de très bons écrivains masculins dans le monde qui écrivent très bien des personnages féminins. Hein. Donc, disclaimer, je ne suis pas anti-homme, mais force est de constater que dans de nombreux romans écrits par les hommes, un homme, les personnages féminins sont représentés de manière catastrophique. Et quand je dis catastrophique, c'est quelque chose qui me fait peur en fait, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai remarqué que souvent les femmes sont décrites physiquement, seulement d'ailleurs. Alors, on est d'accord, on rencontre un personnage, souvent dans l'auteur le décrit physiquement. Mais cette description physique est souvent liée uniquement au fait que soit elle est attirante pour le personnage principal, soit elle est repoussante pour le personnage principal. C'est tout. Voilà, on n'a rien d'autre. C'est tout. On n'a pas de ce qu'elle dégage, de sa stature, de sa démarche, même de ses habits, j'en sais rien, un point de vue neutre, quoi. On décrit un personnage, point. Non, c'est... elle est belle, ou elle est moche, ou elle est sexy, ou voilà.
En gros, c'est notre seule valeur en tant que femme, c'est d'être belle ou moche, et d'être attirante ou pas attirante, c'est ça. J'ai lu carrément un roman qui faisait très évidemment de la grossophobie. En gros, tous les personnages féminins grosses étaient bien sûr décrites comme moches ou inintéressantes. Et on a souvent aussi le lien de grosse égale intelligente. Bah oui, parce qu'il faut compenser. Et ce genre de truc, moi, ça me donne envie de gerber. Voilà. Ensuite, les femmes sont aussi des objets sexuels, c'est connu, hein, voilà. Donc en gros, la première chose qui passe dans l'esprit du personnage principal, c'est est-ce que ou pas il a envie de la sauter. J'ai même lu un roman qui faisait référence à une femme comme une guenon en chaleur. Voilà. Ouais. Alors maintenant, je vais donner parce que je suis comme ça, je suis sympa. Je vais donner une petite astuce. Alors, à ces écrivains, peut-être, si vous vous sentez biaisé, c'est pas grave, vous inquiétez pas, hein, ça se corrige, ça s'apprend. Mon conseil, quand vous écrivez des personnages, vous n'écrivez pas des hommes ou des femmes. Vous écrivez des personnalités d'abord. D'où il ou elle vient, qu'est-ce qu'il ou elle aime, ses blessures, ses désirs, son but, ses objectifs, ses peurs. On ne base pas l'écriture d'un personnage sur le fait que ce soit un homme ou une femme ou une personne non binaire. On n'est pas défini par notre genre, on est défini par notre personnalité d'abord. Troisième coup de gueule, on repart sur les avis et les commentaires Amazon. La petite étoile, hein, la petite étoile, c'est une étoile là qui pique par là où ça passe. Vous avez le droit, si vous n'avez pas aimé, ma foi, c'est humain, c'est normal, mais je sais pas, un petit commentaire, un petit mot parfois. On n'est pas obligé d'être méchant, hein. Vous savez que les critiques, ça peut être constructif. Vous n'êtes pas obligé de dire c'est de la merde, je me suis fait chier, c'était le pire roman que j'ai jamais lu. Non, mais simplement d'argumenter pourquoi vous avez mis cette une étoile, parce que on a quand même envie de savoir qu'on vaut la peine en tant qu'écrivain au moins d'avoir un avis argumenté. Donc à moins que ce soit une petite étoile parce que vous êtes un petit peu jaloux, ce qui peut arriver, le mieux c'est encore d'écrire une petite phrase, simplement d'expliquer pour nous éviter en fait à nous de gamberger, de dire mais mince, qu'est-ce que j'ai fait faux, qu'est-ce qui va pas, tout simplement. Voilà. On prend son clavier et on tape quelques petits mots. Alors encore un petit coup de gueule, en plus j'avais partagé un article récemment au sujet, c'est le genre du young adult. Alors young adult, jeune adulte, tranche d'âge entre 12, 13 et 18 ans, c'est une catégorie qui malheureusement est devenue un peu fourre-tout, tout simplement parce que le young adult, marketingment parlant, se vend très bien. Donc en fait les maisons d'édition essayent de refourguer à peu près tout leur catalogue dans les catégories young adult parfois, parce que ça vend, donc on va le marketer young adult pour le vendre tout simplement. Le problème, c'est que ce marché young adult correspond à une tranche d'âge bien précise, des lecteurs qui ont des attentes bien précises. C'est souvent des thèmes du passage à l'âge adulte, de la romance soft. On parle du fade to black, ça veut dire que pouf, l'écran devient noir et on ne va pas voir ce qui se passe après. Et en fait, on voit de plus en plus des livres qui n'ont rien à faire dans le young adult. Et oui, je parle de toi, A Court of Thorns and Roses, qui n'est pas du young adult. Il y a une catégorie qui s'est créée à un moment qui s'appelle le New Adult, qui n'a pas vraiment, la sauce n'a pas vraiment prise, donc c'est un petit peu tombé à l'eau. Mais c'est en fait tous ces livres qui sont un peu plus spicy, par exemple au niveau de la romance, ou un peu plus gore, un peu plus violent, qui ne tombent pas
dans la tranche d'âge 12-18 ans. Et en fait, moi ce qui m'énerve, c'est que pourquoi ne pas l'appeler ce que c'est, tout simplement, c'est de l'adulte quoi. Si c'est gore, s'il y a de la violence, des thèmes hyper difficiles, des scènes de sexe explicites, c'est écrit pour les adultes. Voilà. Donc Nevernight, A Court of Thorns and Roses, ce ne sont pas des livres young adults. Ce qui me dérange, c'est que y a des young adults qui ne sont pas prêts pour lire ce genre de choses, qui clairement peut-être se cherchent ou sont sensibles à certains sujets. On va leur mettre ce genre de livres dans les mains et c'est pas forcément une bonne chose. Alors qu'on rende à César ce qui est à César, donc on rende aux young adults ce qui est young adult. Les thèmes young adult, les romances young adult doivent rester dans le domaine du 12-18 ans et tout le reste, on arrête de l'appeler young adult. New adult si vous voulez, je sais pas vraiment si ça marche encore, mais je vois pas le mal en fait à dire que c'est de la littérature adulte. Voilà, de la fantasy adulte, du SF adulte. Ça veut pas dire que ça va être chiant, ça veut pas dire que ça va pas être fun. Enfin, je comprends pas d'où vient le stigma en fait par rapport à la littérature adulte. Alors, comme promis, plus gros coup de gueule pour la fin. Ce sont les chroniqueurs qui taguent les auteurs dans une critique négative. Alors, premièrement, je commence déjà par remercier les chroniqueurs parce que vous faites un boulot fantastique et vous imaginez même pas à quel point vos critiques, vos notes, que ce soit sur Amazon, Goodreads, Babelio, Booknote, etc. Vous imaginez pas à quel point ça nous aide. Donc merci de faire ce travail, de prendre le temps de nous lire et d'écrire une critique. Ça arrive qu'un service presse ne plaise pas, c'est pas grave, c'est comme ça. On ne peut pas tout aimer, on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous pouvez totalement, vous êtes libre, c'est votre compte, vous faites ce que vous voulez, donc vous pouvez écrire une critique négative. Mais là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est de taguer l'auteur dans une critique négative. Je me souviens pas vraiment, mais il me semble que ça m'est jamais arrivé encore, d'ailleurs merci. Il me semble que j'étais tombée en cherchant le hashtag sur une critique négative dans laquelle je n'étais pas taguée, donc j'ai beaucoup apprécié ça. Alors, pourquoi c'est problématique de taguer l'auteur dans une critique négative ? J'imagine que l'argument pour, c'est de vouloir être honnête et peut-être aider l'auteur. Non, en fait, je sais que tout le monde, moi la première, a de la marge d'amélioration. Je cherche toujours à devenir meilleure, à comprendre mes faiblesses, à travailler dessus. J'ai des bêta-lecteurs pour ça. J'ai mon cerveau qui adore me critiquer tout le temps. On peut voir aussi, on peut décider en fait, c'est ça qui est important. On peut décider d'aller voir les critiques, comme je viens de le dire, sur Amazon, sur Booknote, etc. Mais quand on n'est pas décideur, quand on le reçoit, j'ai envie de dire en pleine face, c'est pas... J'ai envie de dire ça fait mal, pas tout le temps, parce qu'il y a des jours où on peut être de bonne humeur et on sent de la confiance en soi et on prend du recul, donc on se dit bon allez, c'est pas grave, ils ont pas aimé, bon, on peut pas plaire à tout le monde. On est ok dans sa tête en fait ces jours-là, on est positif. Mais, et ça je vous le dis du fond du cœur en tant que personne qui souffre d'anxiété, il y a des jours où j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit que je suis bonne à rien, que tout ce que je fais c'est de la merde, que j'y arriverai jamais, que tout le monde me déteste. Bon, j'ai encore une liste, mais je vais arrêter là. Et ces jours-là, en fait, j'ai pas envie qu'on me tague sur une critique négative parce que je peux vous dire que la spirale, après, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin dans le mal-être, ça peut me gâcher la journée. Et si ça se trouve, vous faites vraiment des gros dégâts pour le bien-être de cette personne. Pour faire une analogie, en fait, sur ce genre de tag dont on n'est pas demandeur, en fait, imaginez, vous êtes habillé ce matin, maquillé, coiffé et tout, et vous sortez dans la rue, et puis, je sais pas, vous allez
à votre travail, et puis quelqu'un vous arrête dans la rue et vous tape sur l'épaule en disant « Hey, vous êtes vraiment moche aujourd'hui, hein. Il n'y a rien qui va, punaise, votre fringue, c'est super laid, la couleur de vos cheveux, j'ai envie de vomir en vous regardant. C'est ni fait ni à faire, franchement, je comprends même pas pourquoi vous sortez en fait. » Vous imaginez, vous, ce qu'on peut ressentir? On sort dans la rue, on se rend vulnérable, et sans demander, en fait, on se prend ça dans la figure, et ben voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on le ressent. Alors oui, effectivement, quand on fait un service presse, on demande les avis, on se rend vulnérable. Alors il y a 2 cas de figure, bien sûr. Quand le service presse est opéré par la maison d'édition, alors là, bon, l'auteur, il n'a rien demandé, ça fait partie du jeu, oui, mais c'est clairement là, on sort dans la rue, on se fait envoyer des tomates pourries dans la gueule, on n'a pas demandé. Après, en auto-édition, on le demande. C'est vrai que voilà, on se rend vulnérable, on diffuse notre roman pour les chroniqueurs. Et à ce moment-là, si en tant que chroniqueur, vous avez peur d'être malhonnête ou de ne pas montrer que vous avez fait votre travail ou de ne pas mettre votre critique en avant, rien ne vous empêche d'envoyer un petit message à l'auteur en disant « Écoutez, je suis désolée, ça ne l'a pas fait pour moi. » Donc, soit on n'écrit pas de critique du tout, et on se met d'accord avec l'auteur, soit on se met d'accord d'écrire une critique, mais l'auteur ne va pas être tagué. Et en fait, en tant qu'auteur, on a le choix de ne pas aller voir cette critique. Si on veut la voir, on y va. Si c'est une journée où on se sent plus bactère, ben on n'ira pas la voir, en fait. C'est ça. Et moi, ce qui me dérange dans le tag, c'est une notification qui vient de notre fil. C'est-à-dire que, bah bien sûr, c'est bien sûr qu'on va aller cliquer dessus. Parce que si on a envie de penser que c'est bien, et on va pas ne cliquer sur aucune notification sous peine de tomber sur la critique négative. Donc, le tag, c'est forcer une sorte de... J'ai envie d'utiliser le mot violence, mais c'est un peu fort, mais c'est forcer quelque chose sur quelqu'un qui n'a rien demandé, en fait. Donc, comme j'ai dit, il y a plusieurs cas de figure. Soit bah, vous avez acheté le bouquin et vous aimez écrire des critiques à ce moment-là, bah, on ne tague pas l'auteur. Soit c'est un service presse opéré par une maison d'édition, on ne tague pas l'auteur. Soit c'est un auto-édité, et là, soit on communique avec l'auteur pour au moins montrer qu'on l'a lu et on a terminé et on est prêt à écrire une critique et à respecter l'engagement qui a été passé. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas que les auteurs sont des humains et que beaucoup, comme moi j'imagine, souffrent d'anxiété, du syndrome de l'imposteur et de troubles parfois beaucoup plus profonds et pires, et que ce genre de notifications dans notre Instagram ou autres réseaux sociaux, eh ben, ça peut avoir des gros dégâts. Voilà. Ça fait du bien, là. C'est tout sorti d'un coup. Fouh. Ouais, je râle pas souvent, mais parfois j'aime bien que ça sorte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord ou pas du tout, hein. En tout cas, voilà, ça c'était mes petits coups de gueule de la rentrée. Je vous promets, la prochaine vidéo va être beaucoup plus professionnelle et utile. Parce que ça sert à rien concrètement, mais bon. Voilà, je vous rappelle que je suis l'autrice de la saga Les Nébuleuses, donc le tome 1 et le tome 2, qui sont disponibles chez Explorer Éditions, ainsi que la trilogie Le Stream. Je ne vous montre pas encore parce que les nouvelles couvertures sont officiellement sorties et que j'attends de recevoir les bouquins pour vous les montrer à l'écran. Je vous invite à aller les voir sur le site d'Explora Éditions ou sur les réseaux sociaux ou sur Amazon. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Ouais, j'essaye TikTok. On verra ce que ça donne. Merci d'avoir suivi cette vidéo complètement inutile. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine!